Il est 12h partout au Sénégal, l'heure du grand journal de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, les Souleymane Niang. Au sommaire du journal, une large fenêtre sur la rentrée des classes ce matin. Une reprise réussie selon le ministre de l'Éducation nationale. Sur le terrain, le tableau est plus contrasté. Bras de fer entre certaines écoles privées et les parents d'élèves sur les impayés de l'année passée. Mamadou Talla annonce une solution imminente. Des négociations sont en cours entre les différentes parties prenantes. Nous parlerons également du protocole sanitaire dans les établissements avec le chef de la division du contrôle médico-scolaire au ministère de l'Éducation et ainsi que les conseils du professeur Idrissa Dembaba, pneumologue, à l'occasion de la journée internationale de pneumologie. Société africaine de raffinage, au lendemain du remplacement du directeur général, vous entendrez les attentes des syndicalistes et nous vous expliquerons comment un conflit familial a mis du plomb dans les ailes de ce fleuron de l'industrie sénégalaise. Dragage et balisage de la brèche de Saint-Louis, les travaux lancés ce jeudi à la grande satisfaction des pêcheurs de la langue de Barbarie. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis à suivre également notre reportage sur les embouteillages à la cité Gorgui. Les usagers demandent l'ouverture des autoponts sur la VDN. Les titres de l'actualité internationale, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. Violence post-électorale en Guinée, le procureur de Dixine lance la traque des opposants. Une vingtaine parmi eux sont dans le collimateur de la justice. Déjà près de 80 Guinéens ont été arrêtés et présentés au juge. Côte d'Ivoire, ça va vite. Henri Konan Bédié ne perd pas le temps. Il convie les partis de l'opposition à une rencontre demain vendredi, rencontre au lendemain de son tête-à-tête avec Alassane Ouattara. Les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir sur cette rencontre de demain. Et puis le Maroc qui va lancer dans les jours à venir une campagne de vaccination anti-Covid. Plusieurs interrogations sur l'origine, l'efficacité et le nom du vaccin en question. Les titres sport avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Retour sur le succès hier des Lions face aux Bissau aux Guinéens. C'est en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Des supporters bloqués à l'entrée du stade ont donné de la voix. L'autre série de matchs des éliminatoires de la CAN se poursuit cet après-midi. Et puis nous allons nous rendre dans le sud du Sénégal, à Bounkiling. C'est un département basé dans la région de Ziguinchor, plutôt de Sédhiou. Il faudra noter que les jeunes de la localité réclament au stade au nord. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des derniers développements dans le secteur de l'énergie en général et du pétrole en particulier. Nous évoquerons notamment la SAR, Phare Limited et d'autres sujets d'actualité. Souleymane Niang. Les cours ont donc repris ce matin dans la plupart des écoles du Sénégal. C'est le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale lors de sa traditionnelle tournée des écoles et après avoir fait le bilan de la rentrée avec les différentes inspections d'académie. Une tournée qui se poursuit à l'instant. Nous y reviendrons plus largement avec le reportage de Salimata Awa. Une rentrée dominée par le bras de fer entre certaines écoles privées et des parents d'élèves à propos de mensualités impayées pendant la fermeture des établissements scolaires pour cause de Covid-19. Rentrée donc perturbée à l'école protestante de Dieuppeul par exemple. L'association des parents d'élèves de cet établissement a tenu un sit-in ce matin devant l'école. Principal objet de ce bras de fer, les 3 mensualités réclamées par les responsables, ce que les parents d'élèves considèrent comme indu. Ils n'écartent pas l'option de porter plainte contre la direction de l'école. Reportage Anna Rocha. Avec des brassards rouges, une bonne dizaine de parents d'élèves assiègent la devanture de l'école. Ils sont calmes certes, mais que d'amertume et peut-être même de la colère sur leur visage. Mam Abdoulaye Kamara est le président de l'association des parents d'élèves de la petite école protestante de Dieuppeul. En ce moment, nous vivons dans ce pays des moments très très difficiles. Les écoles privées réclament 3 mois de scolarité, des cours qui n'ont pas été dispensés à leurs enfants. Ils réclament ces 3 mois que nous trouvons indus. Autre élément encore, ils procèdent à une rétention des bulletins de notes, des carnets de notes et des cahiers des enfants, ce qui constitue un délit. Le 15 octobre dernier, des négociations ont eu lieu avec la direction. La rencontre s'est terminée en queue de poisson, faute de consensus sur le premier point, les frais de scolarité non payés. Et ce jour-là, les 2 bureaux avaient même proposé de couper la poire en 2 pour participer à l'effort de solidarité, c'est-à-dire payer 1 mois et demi, les 50%, et ensuite, après les inscriptions, selon un moratoire. Oui. PLRS. Donc il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu de consensus parce qu'ils sont figés sur leur position. J'avais dit que c'était la première fois que je voyais une négociation entre 2 parties
où l'une dit que c'est tout ou rien. Très peu d'ambiance ce jeudi matin à l'intérieur de l'école elle-même. Un petit groupe de jeunes filles discute entre elles. À l'étage, le secrétariat est débordé par d'autres parents d'élèves venus, eux, régler les mensualités en question. Mais dans ce contexte de Covid-19, certains estiment que l'école n'est pas prête à accueillir tous les élèves. Alassane Sadio est là pour ses petits-enfants. C'est tout. L'école est sale. La direction demande aux élèves de nettoyer eux-mêmes les tables bancs. Est-ce que cela est normal? Mais l'État doit réagir. L'APE ne compte pas s'arrêter à ce mouvement d'humeur. Elle envisage de traîner la direction de l'école en justice pour que leurs enfants retrouvent le chemin de l'école. À noter que depuis ce matin, nous essayons d'entrer en contact avec le directeur de cet établissement scolaire, mais son numéro de téléphone fourni pourtant par son secrétariat sonne dans le vide. Toujours à propos de cette polémique, le ministre de l'Éducation nationale précise n'avoir jamais demandé aux parents d'élèves d'ester en justice contre les écoles privées dans le bras de fer entre les deux parties. Mamadou Talla souligne que les négociations continuent pour trouver un compromis. Il est au micro de Salimata Aoua. Par rapport à ces écoles, il y a 2 ou 3 jours, j'aurais lu que le ministère de l'Éducation nationale aurait demandé aux parents de porter plainte. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale, depuis qu'on est là, est dans une dynamique de dialogue et non de confrontation. Cette rencontre qu'on dit n'a jamais eu lieu. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Beaucoup d'écoles privées, beaucoup d'organisations ont eu à travailler ensemble. Et quand ils ont travaillé ensemble, des accords ont été trouvés partout dans le Sénégal. Il en reste encore. Nous allons continuer. Les écoles privées, l'association des parents d'élèves dans ces écoles privées, les établissements continueront également, comme ils l'ont dit, par rapport aux accords qu'ils ont signés, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Toujours est-il qu'ils ont eu l'instruction de donner à l'élève les éléments qui concernent les bulletins. C'est un bien immatériel qui appartient à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale qui a eu son rôle de dialogue, de concertation avec les partenaires sociaux, le fera également avec les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire, mais que globalement aujourd'hui, quand on a fait le bilan au niveau national, au niveau des 16 académies, le retour que nous avons, c'est que les écoles privées sont en train donc de régler le problème avec les parents d'élèves. Maintenant, s'il en résiste, on va continuer à négocier. C'est ça la voie, c'est ça notre direction et c'est ça notre position. Alors maintenant, à Thiès, où plusieurs écoles ont démarré effectivement les cours, les enseignants ont également répondu présents à l'appel. Mais le fait est qu'il y a des difficultés dans le respect des mesures sanitaires. Certains directeurs d'école déplorent le fait que leurs établissements ne sont pas suffisamment dotés en masques. L'inspecteur d'académie de Thiès affirme que des dispositions sont prises pour accompagner les écoles. Reportage de Charanta Diop. Nous avons visité plusieurs écoles, de la maternelle en passant par les CEM, Lalan, Lamlam. Les élèves et enseignants ont presque répondu à l'appel. Constat fait, il y a un manque criant de masques. Abdou Konaté, le principal du collège d'enseignement moyen de Lalan. Effectivement, il nous reste après une dizaine de masques, mais comme vous le savez, avec 400 et quelques élèves, ça ne sert absolument à rien. Donc il nous faut un renfort à masques. C'est seulement là où on a un problème. Mais sinon, on a du gel en petite quantité. Il y a des difficultés parce que jusqu'à ce que les partenaires allemands n'interviennent, on avait des problèmes de table banc, un problème d'électricité au niveau de l'aile droite des bâtiments. Malgré toutes ces difficultés, Lalan a obtenu de très bons résultats cette année au BFM. Mais dans le classement établissement public, Lalan est deuxième derrière le CM de Kermadaro, 97,89%. L'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Abdou Diassé, fait le même constat, mais affirme que des dispositions sont prises pour régler tous ces problèmes. Soyez sûrs que nous allons continuer à vous accompagner parce que quand même vous êtes un exemple au niveau de l'académie, ça il faut le dire. Et c'est un exemple à montrer et à offrir à tout le monde. Merci, principal. Mais à noter qu'au niveau du privé catholique, le respect des mesures barrières est strict. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À ce sujet, le chef de la division du contrôle médico-scolaire au ministère de l'Éducation nationale assure que toutes les dispositions sont prises pour veiller au respect du protocole sanitaire. Il révèle par ailleurs que moins de 20 élèves avaient été contaminés au coronavirus pour les classes d'examen qui avaient repris les cours en juin dernier. Le docteur Aludia est joint par El Haj Ndjougoudienne.
Nous avons mis en place avec l'accord du ministère de la Santé un protocole sanitaire qui va nous permettre de préserver et de sécuriser les élèves. Donc au niveau de ce qu'on a retenu avec les autres mesures, dispositifs de lavage des mains, le thermoflash et également le gel, surtout au niveau de l'élémentaire, tous les enfants doivent porter un masque. C'est important que ceux de la classe de CI jusqu'en CM2, les classes de l'élémentaire, du moyen secondaire et des lycées. Donc tous ces élèves-là doivent porter le masque obligatoirement et nous insistons également que ce soit des masques de qualité. Et sur ce, le ministère de l'Éducation nationale a mis à la disposition de tous les élèves une dotation de 3 masques lavables. Et au niveau du préscolaire, cependant, ce qu'on a retenu, c'est que les enfants ne vont pas porter le masque, mais que ce soit les moniteurs ou les enseignants ou les surveillants doivent obligatoirement porter le masque. Est-ce que vous avez eu à enregistrer des cas de Covid-19 chez les élèves des classes d'examen qui avaient repris les cours en juin dernier? Oui, pour la première rentrée où on avait plus de 500 000 élèves qui ont repris les classes, effectivement, la pandémie était plus importante et on a recensé quelques cas qui sont très rares. Et dans les régions, on a presque pu recenser une vingtaine, moins de 20 élèves, mais qui ont tous été recensés et guéris très rapidement, et quelquefois même asymptomatiques, et qui ont pu reprendre les cours. Donc, ce qui nous réconforte encore dans la réponse du protocole sanitaire. Écoutons à présent les conseils d'un professeur de pneumologie. Le professeur Idriss Dembaba, chef du service pneumologie à l'hôpital pour enfants Albert Royer, sur les mesures à prendre à l'école pour les enfants, les mesures sanitaires pour se prémunir du Covid-19. Il est au micro d'Awambaye. Donc le message que nous donnons, c'est surtout de dire aux patients, en fait de dire aux parents, c'est important que les enfants aillent à l'école. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, ce qui va entraîner, c'est surtout une déscolarisation. En même temps, en plus de la déscolarisation, ces enfants vont avoir ce qu'on appelle un problème, une désociabilisation. Donc ils vont devenir très anxieux, ils vont devenir obèses, ils vont avoir des troubles d'alimentation. Et ces enfants, on ne peut pas les contenir à la maison de façon éternelle. Maintenant, ce qui est important, c'est de respecter le protocole sanitaire, c'est-à-dire bien se laver les mains avant d'y aller à l'école, en revenant à l'école, respecter la distanciation sociale. Ces enfants, dès qu'ils ont des symptômes, essayer de voir qu'est-ce qui se passe pendant ces symptômes, mais également le port du masque. Les enfants qui ont plus de 10 ans ou même 9 ans peuvent porter les masques. Ceux qui sont plus jeunes ne peuvent pas porter les masques. Vraiment les éduquer par rapport à ça. Et il est important que le système continue parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas amener nos enfants à l'école. Maintenant, et respecter le protocole sanitaire qui a été mis en place. Et pour refermer ce large chapitre consacré à la rentrée des classes, à noter la conférence de presse que le secrétariat exécutif national du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est organise demain sur le thème année scolaire sous Covid-19, enjeux et défis, le point de vue syndical. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Ce jeudi 12 novembre, c'est la journée mondiale de la pneumonie. C'est la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. Au Sénégal, les parents arrivent un peu tard à l'hôpital pour la prise en charge. Un constat d'un pneumologue qui conseille aux populations de mieux apprendre sur la maladie. Reportage à Wambaye. À la Gueule-Tapée, devant cette vendeuse de légumes, Siga Diop s'approvisionne. Une fille de 2 ans dans les bras, elle dit retenir quelques notions sur la pneumonie qu'elle a apprises à l'école. Bon, juste ce qu'on en a appris à l'école, mais je sais que c'est une maladie liée au poumon, à la respiration, voilà, c'est ça. À côté d'elle, une autre jeune femme de son âge. Elle aussi porte son bébé de quelques mois, mais elle ne connaît pas la pneumonie. Justement, le professeur Idrissa Dembaba constate que beaucoup de parents ne maîtrisent pas les signes de la pneumonie chez les enfants. Et là, c'est un problème. Il est le chef du service de pneumologie de l'hôpital d'enfants Albert Royer. C'est surtout ça qui pose le problème. Donc ici, dès qu'un enfant a des difficultés respiratoires, en Wolof, on va dire les gens vont rester là à passer chez le tradipraticien, également à passer chez la grand-mère. Et ça, ce qui fait que ça ralentit ce qu'on appelle le circuit du patient. Donc au lieu de venir tôt, on va perdre facilement 1 ou 2 jours. Et vous savez que les jeunes enfants, ils sont très fragiles.
Et pour mieux sensibiliser les parents, le pneumologue pédiatre rappelle les principales manifestations de la pneumonie. Donc l'enfant respire difficilement, la toux, en même temps aussi souvent l'enfant a des gémissements. En plus de ça, quand ils viennent à l'hôpital, quand on les examine, on retrouve ce qu'on appelle des anomalies à l'auscultation, donnant ce qu'on appelle des râles crépitants. Maintenant, souvent chez les enfants qui sont jeunes, ce tableau peut être masqué avec des vomissements, de la diarrhée, pouvant faire penser à une gastro-entérite. En plus de ces signes, souvent dans la pneumonie, nous avons la fièvre. L'allaitement maternel exclusif, le respect du calendrier vaccinal, lutter contre la pollution dans les maisons sont entre autres mesures recommandées pour la prévention de la pneumonie. 12h16. Parlons maintenant de la nouvelle nomination à la tête de la Société africaine de raffinage. Les syndicats du pétrole et du gaz expriment leurs attentes. Pour Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, la Société africaine de raffinage doit reprendre de façon très urgente ses activités avec un plan de modernisation. Un meilleur climat de travail devrait aussi être instauré entre la nouvelle directrice Mariam Ndoye de Crène et les travailleurs, selon Bakary Traoré, un autre syndicaliste. Sornana Tambay. Pas de commentaires, mais une longue liste d'attentes. La CNTS-FC espère qu'avec la nouvelle équipe à la tête de la Société africaine de raffinage, les difficultés de la raffinerie seront du passé. Cheikh Diop est le secrétaire général. Nos attentes, c'est que cette raffinerie fonctionne de façon régulière comme toutes les raffineries du monde et que les arrêts cessent. Nous souhaitons également que les acquis du personnel, qui sont assez importants quand même, appréciables je dois dire, qui doivent être améliorés. Nous souhaitons également que le climat social entre le collège des délégués du personnel, qui sont les premiers interlocuteurs de la direction générale, puisse être bien huilé pour que le syndicat puisse s'appuyer sur ces relations-là et accompagner la mission des délégués et de la direction générale. Des missions accomplies selon le syndicaliste. Il rappelle la volonté du Sénégal d'occuper une place importante dans le secteur. Elle s'appelle Société africaine de raffinage et ça traduit une ambition de positionner le Sénégal en hub pétrolier dans la sous-région à défaut de toute la région Afrique. Donc nous voulons que ces missions-là soient consolidées et jouées correctement au moment où le Sénégal est producteur de pétrole. Du côté du syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et des énergies, on juge peu opportun ce changement de direction. Le secrétaire général, Bakary Traoré, exprime tout de même ses attentes. Ces changements intervenus n'ont à mon niveau aucune pertinence par rapport au développement du secteur parce qu'on sait qu'avec le ministre Matar Cissé, une dynamique extraordinaire a été fait, une synergie à tous les niveaux, mais nous espérons que ce changement aura un effet positif pour les travailleurs du secteur. Une société plus stable, des travailleurs mieux considérés, voilà les défis qui attendent Mariam Ndoye de Crène, la nouvelle patronne de la SAR. Voyons maintenant comment un problème familial qui a atterri devant la justice a secoué la SAR ces derniers mois. Depuis que Locafrique a racheté les parts de Saoudi Ben Ladine, 2 directeurs généraux ont été remplacés. Cette affaire a eu des répercussions négatives sur la fourniture en hydrocarbures. Makumba Bey. Depuis que Locafrique s'est adjugé les 34% d'actions de Saoudi Ben Laden dans le capital de la SAR pour devenir l'actionnaire majoritaire, la raffinerie est plongée dans une instabilité. Les nouveaux seigneurs avaient viré Omar Diop suite à un contrat lugubre avec Oryx pour installer Serigne Boub, mais un différend familial entre Khadim Ba et son père Amadou Ba, qui a atterri en justice, a complètement bouleversé l'une des premières entreprises sénégalaises en termes de cash. Le fils et son père se battaient pour le contrôle de Locafrique. Le retrait brusque de Khadim Ba, emportant une importante ligne de crédit avec lui, avait créé une crise et perturbé la composition et le fonctionnement du conseil d'administration. Le directeur général adjoint Mohamed Sarr est en partie également. L'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar qui donne raison à Khadim Ba a précipité le départ de Serigne Boub hier. Mais le retrait de la ligne de crédit a négativement impacté la fourniture correcte et régulière de fuel, surtout des cargaisons étant restées longtemps sans être déchargées. Le retour de Khadim Ba aux manettes avec l'ex-directeur général à son poste peut normaliser la situation, mais avec toujours des craintes.
À 12h19, le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, reçoit à l'instant le rapport de la mission d'information sur les inondations. La cérémonie se déroule dans les locaux de l'institution. Cette mission d'information avait été mise en place suite à la polémique sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre les inondations. C'était après des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur presque tout le pays au mois de septembre dernier. Le corps sans vie d'un pêcheur a été découvert ce matin à Ziguinchor, près du quai de pêche de Boudodi. L'homme qui était parti en mer était introuvable depuis 3 jours. Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Ziguinchor. Une enquête a été ouverte par la police. Tout à fait au nord du pays, lancement aujourd'hui des travaux de dragage et de balisage de la brèche qui motive la présence de M. Alundoy, ministre de la Pêche au port de Saint-Louis, satisfait une vieille doléance des pêcheurs et des populations de la langue de Barbarie. Les habitants de Saint-Louis espèrent que les travaux à réaliser par une entreprise chinoise, dont le coût est estimé à 7 milliards de francs CFA, mettront fin à une série noire de plus de 400 morts depuis son ouverture en 2003. Mohamed Nabissela. Tous les segments de la langue de Barbarie affichent une satisfaction et un espoir avec le lancement officiel des travaux de dragage et de balisage de la brèche par le ministre de la Pêche, Alundoy. Cela nous réjouit à plus d'un titre quand on sait que c'est un combat de près de 17 ans pour la fixation de la brèche. C'est un sentiment de satisfaction généralisée. Aujourd'hui, une vieille doléance vient d'être satisfaite. Pour le syndicaliste de la pêche artisanale, Moustapha Dieng, ces travaux mettront fin à une série de drames de plus de 400 morts depuis 2003. Depuis 2003, il y a des mouvements de sable perpétuels qui gênent le déplacement des pirogues, qui provoquent des accidents et qui ont causé plus de 460 morts. Cela donc est un drame. Que les pirogues puissent passer, entrer et sortir tranquillement. C'est pour cela que les populations affichent une satisfaction suite à la décision prise par le président de la République, selon Babacar Gaye. Remercier très chaleureusement et très fortement le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, mais également remercier M. le maire Mansour Faye, qui n'a cesse de porter ce plaidoyer depuis des années pour que la brèche soit balisée et draguée. Rappelons également que c'est en 2003 que son ouverture a accéléré le rythme d'accident de pirogue. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les travaux devront durer 3 mois et un comité de pilotage inclusif va veiller au respect de la qualité et des délais par l'entreprise chinoise. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. Guinée, des opposants dans le collimateur de la justice. Le procureur de la République du tribunal de Dixine veut tirer au clair les violences post-électorales qui ont fait plusieurs victimes. Des personnalités de l'opposition et de la société civile sont activement recherchées. Sodacham. Selon la justice, sont visés ceux qui auraient pris part aux violences ayant entouré la récente présidentielle. Elle invoque une multitude de faits présumés de simples menaces à la participation à des assassinats. Le ton était incisif, presque menaçant, lorsque le Sidi Souleymane Ndiaye a fait cette mise au point, annonçant d'abord une information judiciaire pour détention et usage d'armes légères et de guerre qui a donné lieu à des perquisitions. Selon le procureur, 78 personnes ont été présentées au juge et des armes ont été saisies. D'autres individus sont donc désormais recherchés et le procureur a cité les noms de hauts cadres de l'UFDG, le principal parti d'opposition, mais aussi de l'un des leaders du Front national de défense de la Constitution, Sékou Goundounou, figure de la société civile. Ce dernier est issu de la cellule guinéenne du Balai citoyen. Ces personnes ont, selon le procureur, proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Cette année, plusieurs membres du FNDC ont été condamnés à la prison ferme pour des faits similaires. Plusieurs figures du FNDC ou du UFDG sont actuellement sous les barreaux, signe du climat délétère alors que la déclaration était retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Ce fut une pluie d'insultes à caractère ethnique qui a déferlé dans les commentaires. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié rencontre demain les différentes plateformes de l'opposition. Une rencontre au lendemain de son tête-à-tête avec le président Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens qui se prononcent dans la correspondance de Gobia Yabi, que vous allez entendre tout de suite, se réjouissent et nourrissent beaucoup d'espoir sur la rencontre de ce vendredi.
Suite à sa rencontre avec Alassane Ouattara ce mercredi 11 novembre, Henri Konan Bédié annonce, et je cite, « Il semble indispensable pour les plateformes politiques de l'opposition de faire le point sur leurs attentes et leur vision de l'avenir. Je les invite à cet effet à une rencontre le vendredi 13 novembre 2020 à 12h. » Fin de citation. Tous les regards sont à présent tournés vers Henri Konan Bédié. Les populations attendent beaucoup de lui. Bédié, il a l'occasion de rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Il sait pertinemment qu'il a fait une grosse erreur en 2010. Et là, aujourd'hui, tous les Ivoiriens le soutiennent. C'est pas pour rien. Donc, c'est à lui de voir. Les deux hommes ont déjà co-géré ce pays-là. Ils se connaissent. Et comme le président le dit, c'est son aîné. Et je pense qu'ils trouveront un terrain d'entente. Les autres membres de l'opposition, ça c'est à Bédié de voir, mais je ne crois pas que le président Alassane puisse, on attend ici qu'il discute avec Soro Diop. Je ne pense pas que le président Alassane puisse accepter cela. Le président Bédié lui-même, l'histoire lui donne l'occasion de faire. Après le coup d'État de 1999, les élections de 2010, il valide encore cette constitution en 2016. Aujourd'hui, il a cette occasion de se racheter en demandant qu'on reparte sur de nouvelles bases. Moi, particulièrement, je suis très sceptique parce que... Le président Bédié, je crois qu'il est conscient de ce que les Ivoiriens attendent de lui. Ils veulent que la Constitution soit respectée. Donc, je pense qu'il est conscient des enjeux. Pour rappel, Pascal Afien-Guessan, Maurice Kakougi-Kaoué, les alliés de Henri Konan Bédié dans la désobéissance civile, sont encore en détention. Gobiayebi, Abidjan, RFM. Félicien Kabuga, le présumé financier du génocide des Tutsis au Rwanda, a comparu pour la première fois à La Haye hier, mercredi, arrêté en France au mois de mai dernier. Félicien Kabuga est poursuivi pour 7 chefs d'inculpation, dont génocide et complicité de génocide. Il a fait savoir par la voix de son avocat qu'il va plaider non coupable en clair. Il ne reconnaîtra pas donc les crimes qui lui sont reprochés, Souleymane. Pour terminer, le Maroc qui lance une campagne de vaccination anti-Covid les jours à venir. Oui, plusieurs interrogations entourent le vaccin en question. L'origine, l'efficacité, le nom du vaccin, tout est méconnu du grand public. La seule information transmise à la presse est liée au nombre de doses disponibles, 10 millions au total. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À point de vue, aujourd'hui, nous débattrons des derniers développements dans le secteur de l'énergie en général et du pétrole en particulier. Nous évoquerons notamment la SAR, la Société africaine de raffinage, et Far Limited, qui a vendu ses actifs donc sur le pétrole sénégalais, ainsi que d'autres sujets d'actualité liés à l'énergie. Et pour ce faire, nous serons avec Biram Diouf, expert pétrolier, ancien directeur général de Petrosen, et Mbaïsar Diakhaté, journaliste spécialiste des questions pétrolières et gazières. RFM Sport. Le sport, c'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Retour sur le succès hier des Lions face aux Bissau-Guinéens. Des supporters bloqués à l'entrée du stade ont donné de la voix. Oui, justement, c'est assez inédit. Ces furieux des Lions du foot n'ont pas franchi le portail du stade Lat Dior de Thiès qui a abrité hier donc cette rencontre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Seuls quelques supporters ont été autorisés à suivre le match du fait des restrictions causées par la pandémie de Covid-19. Massé à l'extérieur, le 12e Gaïndé a donné de la voix. C'était avec notre reporter Youssouf Bouillon. Le bus des Diortous de la Guinée-Bissau qui sort du stade Lat Dior, il est applaudi par des supporters sénégalais. Fausse alerte pour ce fan club de Sadio Mané venu de Dakar. Nous sommes des Sénégalais et on comprend les consignes données pour lutter contre le coronavirus. On mettait de l'ambiance ici, certains suivaient le match à la radio. L'essentiel, c'est qu'on gagne. Nous sommes des passionnés. On a un mouvement dénommé Dakar Bambali. En face, d'autres supporters tiennent une banderole à l'effigie de la nouvelle recrue Eliman Franck Kanouté. Je viens représenter mon fils Eliman Franck Kanouté. Donc par choix du coach, il n'a pas été retenu. La frustration, bi romb na 1000%, parce qu'on aurait aimé être là et soutenir notre équipe et le pousser pour que donc davantage de buts et de buts, parce qu'on aurait pu marquer plus de 10 buts contre la Guinée-Bissau, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Juste derrière, un autre supporter qui guette la sortie du bus des Lions. Parce que j'étais chez moi, je l'ai regardé
regardé en télé. Après, je suis ici pour vivre l'ambiance, quoi. Peut-être c'est à cause du corona, c'est ça qu'on vient de parler. Mais ça fait un peu plus de temps, mais ça va, quoi. On comprend. Je suis venu voir Sadio Mané. Moi, je suis Ziguinchor. La pandémie les a empêchés d'entrer au stade et de voir de plus près leurs joueurs préférés. Mais ces fans téméraires ont de loin poussé à leur manière les Lions à la victoire. Youssouf Bodian a précisé que le Sénégal s'est offert une 3e victoire consécutive en autant de sorties dans ses qualifications de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le Sénégal qui a battu donc la Guinée-Bissau 2-0 et s'installe confortablement à la tête du classement du groupe Isouleymane. L'autre série de matchs des éliminatoires de la CAN se poursuit cet après-midi. Et tout à l'heure, à 13h, Ouganda accueille le Sud-Soudan et Swatini va jouer contre l'équipe du Congo-Brazzaville à partir de 16h. Toujours à 16h, la Zambie accueille le Botswana, le Ghana accueille à Accra, le Soudan, le Rwanda est en déplacement à Praia face au Cap-Vert. Le Cameroun, pays hôte du tournoi, qui va donc juste jouer des matchs pour la forme, va accueillir le Mozambique à partir de 19h. La 3e série de rencontres entre le Burkina Faso et le Malawi, c'est à Ouagadougou, à Abidjan, au stade d'Ebimpe. Tout neuf, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille le Madagascar. Le Zimbabwe est en déplacement à Alger face à l'Algérie, championne d'Afrique. Et puis le Gabon qui joue à la même heure à 19h contre l'équipe de la Gambie-Souleymane. Un stade réclamé à Bunkiling. Oui, c'est un département de la région de Sédhiou. La jeunesse veut un stade à la hauteur des talents qui s'y trouvent. La revendication est portée par des politiques lors d'un tournoi de football. Max Kanfani. La construction d'un stade départemental digne de nom, comme l'avait promis le chef de l'État aux jeunes de Bunkiling, c'est ce que demande la coordination communale et départementale de la COJER. Boubacar Mané coordonne cette structure des jeunes du parti au pouvoir à Bunkiling. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, lors de sa tournée économique à Sédhiou, il nous avait promis le département de Bunkiling devait avoir une stade pour les joueurs, les jeunes talents, parce que la région de Sédhiou, nous avons une internationale qui est Sadio Mané. Une réclamation envisagée de manière passive et sous d'autres formes, d'où la tenue de ce tournoi pour mobiliser les jeunes et les sensibiliser sur cette question, affirme le coordonnateur communal et départemental de la COJER de Bunkiling. Mais d'abord, voir la commune de Bunkiling, les 10 AIC de la commune de Bunkiling, de se mobiliser derrière son Excellence le Président de la République pour avoir une stade digne de son nom. Parce que la commune de Bunkiling et le département de Bunkiling qui est parti 2 fois en phase nationale et 4 fois pour les phases régionales. Et là, c'est Renaissance, d'où je suis le vice-président. Ils ont pris 2 fois successivement en phase départementale et 4 fois aller en phase régionale. C'est ça qui m'a motivé d'organiser ce tournoi pour le promouvoir, pour avoir un joueur comme Sadio Mané. Tournoi dont la finale a opposé Walidan de Kouadi à Tesseto Soukono. Tesseto Soukono a pris finalement le dessus sur son adversaire du jour, Walidan de Kouadi. Score final 2-1. Max Euclid Kanfani à Sédhiou. Pour la RFM. C'est le clap de fin de la page des sports, Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne. À 12h33, retour à l'information générale. Le reportage du jour avec les embouteillages à la Cœur Cité Kër Gorgui. De plus en plus récurrents, ces embouteillages. Une situation que les automobilistes décrient et souhaitent des solutions dans les plus brefs délais. Entre autres, l'ouverture des autoponts sur la VDN en travaux depuis quelque temps pour en finir avec ce trafic compliqué avec les nombreuses déviations. Reportage Nafissa Toussila. Des embouteillages monstres tous les jours et pas seulement aux heures de pointe. La cité Kër Gorgui est prise d'assaut par les véhicules. C'est parce que les autoponts sont bloqués pour des travaux. Et avec les déviations mal organisées, les automobilistes ont d'énormes difficultés pour circuler, nous disent Khalifa Wad et Mamadou Ba. C'est assez bloqué. Oui, j'ai eu du mal à accéder à partir de Sacré-Cœur. On perd facilement 30 minutes avant de pouvoir accéder à... Je pense que le mieux serait que les autorités puissent trouver des délais raisonnables pour pouvoir permettre aux usagers de pouvoir circuler librement. Il faudrait se lever un peu plus tôt pour rejoindre les bureaux. Et c'est pas simple. Vous vous rendez compte, j'ai perdu 30 minutes. C'est vraiment compliqué. Mais on n'a pas le choix. Que faire vraiment? Modou Fall est chauffeur de taxi. Il est tout énervé par les déviations et avec cette chaleur, ce n'est pas facile pour lui. Souvent, je ne veux pas venir jusqu'ici. Trop de bouchons. Les travaux vraiment devaient se faire un à un. Tout est vraiment confus et en plus, on perd beaucoup d'argent. Pape Dieng habite dans ce secteur. Il sait à quel point c'est compliqué d'y accéder et à tout moment. Mais pour lui, des solutions existent. Une chose qui n'aide pas,
c'est la bretelle qui mène sur la VDN. Ça, par contre, ça crée un autre goulot. Et donc, c'est tellement achalandé. Et maintenant, vers des déviations qui ne règlent pas le problème de l'autre côté du rond-point. Maintenant, il faut espérer qu'avec le transport, avec l'amélioration du transport public, notamment avec le BRT, éventuellement l'extension du TER. Avec la rentrée des classes, le trafic devient un peu plus dense dans cette zone et les automobilistes espèrent qu'une solution sera apportée à temps. RFM, la presse du jour. La presse du jour signée Georges Diop. Jour de rentrée. Environ 4 millions d'élèves retrouvent l'école ce matin selon le quotidien LAS. Chiffre confirmé par Enquête, Sud Quotidien et Le Soleil. Ces journaux ajoutent que 97 000 enseignants sont attendus. Et dans le quotidien gouvernemental, le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale annonce le recrutement de 2975 enseignants, dont 1975 dans l'élémentaire et 1000 dans le moyen secondaire durant cette année scolaire. Une rentrée dans un contexte de pandémie de coronavirus. À l'épreuve donc de la Covid-19 s'exclame Enquête, la grande épreuve, renchérit Sud Quotidien. Et pour cause, le journal indique que le Covid-19 est toujours en embuscade. Sud évoque le respect de la distanciation physique, une gageure face au déficit de table-banc, selon mon confrère. Mais dans Enquête, le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation confie qu'il prévoit de livrer plus de 350 000 table-bancs. Enquête qui souligne que le protocole sanitaire a été validé. Un protocole sanitaire dynamique selon Le Soleil. Mais aux yeux d'Enquête, la distanciation sociale ne pourra être respectée. Enseignants et parents d'élèves invitent les autorités au respect des mesures prises. Aussi, ajoute mon confrère, les enseignants rappellent leurs revendications et menacent de perturber l'année scolaire. Un cocktail détonnant donc selon Enquête pour une année scolaire inédite. Sud Quotidien y ajoute des parents d'élèves en proie au chantage de certaines écoles privées. Pendant ce temps, Walf Quotidien s'arrête sur la situation dans la banlieue dakaroise. Le journal relève que plusieurs établissements scolaires ne sont pas encore prêts à accueillir les élèves. À Kermassar, par exemple, seules 4 écoles sur 91 sont praticables malgré les assurances du sous-préfet des Niayes. Les autorités sont donc averties. Elles sont aussi attendues sur la problématique de l'immigration irrégulière. La police fait état de 1537 migrants et 29 convoyeurs arrêtés en octobre. Les chiffres sont mis en exergue par Vox Populi, le bilan mensuel de la police sur ces interventions. Selon le journal, ces migrants en partance pour l'Espagne ont été interceptés entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour et Saint-Louis. Et pour ce qui est de la délinquance et la criminalité, Vox Populi rapporte que plus de 99% des crimes ont été élucidés par la police. Un coup d'œil dans Source A. Il est question de l'affaire Souleymane Teliko. Le journal révèle que c'est la date du 30 novembre qui a été retenue pour juger le président de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais. Source A qui livre ce matin la position du rapporteur concernant les charges imputées à Teliko et la ligne de défense du juge. L'Observateur, quant à lui, plonge ses lecteurs dans l'ambiance du Conseil des ministres. Un véritable mythe pour des millions de Sénégalais, selon l'Obs, mais pour les membres du gouvernement, il peut se révéler parfois désagréable. Règlement de compte politique, fatigue, faim, tout y passe. L'Obs revisite les styles Senghor, le dénicheur de faute, Wade, le sens de l'écoute, Diouf, le calme après les tempêtes, et Macky, la fouille surprise. Réunion hebdomadaire du gouvernement, Conseil des ministres, un mythe à terre. C'est aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Et à la page 5 du journal Le Quotidien, il est question du changement à la direction de la SAR, la Société africaine de raffinage. Exit Serigne Boub, Marem Ndoye Dekren et la nouvelle directrice générale de la SAR en proie à de très fortes turbulences. D'ailleurs, selon Enquête, Serigne Boub a été emporté par une série d'actes de gestion très bizarres depuis qu'il a été porté à la tête de l'entreprise. À la une du journal Les Échos, l'Union européenne veut un nouveau partenariat portant sur 10 000 tonnes de poissons par an avec le Sénégal. Les Échos informent que le protocole prévoit les possibilités de pêche pour un maximum de 28 tonniers, seineurs, congélateurs, 10 caners et 5 plangriers d'Espagne, du Portugal et de la France, ainsi que des possibilités de pêche au merlu noir pour 2 chalutiers espagnols. La balle est désormais dans le camp du Sénégal pour fixer ses conditions. Les sports pour terminer, le Sénégal a battu hier la Guinée-Bissau 2-0. On parle bien sûr football. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Pour record, les Lions, peu créatifs, ont fait le job et confortent leur première place dans le groupe I. Pour Stade, les Lions sont à une victoire de la CAN 2022. Match retour dimanche prochain à Bissau. À vos kiosques et bonne lecture.
À 12h40, bienvenue à Point de vue. Comment lire et comprendre les derniers développements intervenus dans le secteur de l'énergie en général et en particulier dans le sous-secteur du pétrole et plus particulièrement encore le changement à la direction de la SAR, la cession des intérêts de la société Phare Limited dans des blocs du bassin sédimentaire sénégalais et d'autres actualités intervenues dans le secteur. Pour répondre à cette question, nous avons un expert pétrolier, ancien directeur général de Petrosen, M. Biram Diouf. Bonjour. Bonjour, vous c'est Souleymane Niang. Alors, Souleymane Niang. Oui, dans un instant, nous serons également avec Mbaïsar Diakhaté, journaliste spécialiste des questions pétrolières et gazières. Mais en attendant, M. Biram Diouf, d'abord sur le changement de direction et les problèmes que connaît la SAR depuis un certain nombre de mois, arrêt des activités, disputes autour de la gestion. Quelle est votre analyse de la situation? Qu'est-ce que vous pensez de ces développements-là? Bon, monsieur Niang, permettez-moi d'abord de vous rectifier. En fait, il ne s'agit pas de Biram Diouf, ancien directeur général de Petrosen, mais plutôt Biram Diouf, ancien directeur des opérations et associations pétrolières. Très bien. Voilà. Autant pour nous, alors. C'était important. J'ai appelé votre assistante pour vous le signaler. Mais seulement l'information ne vous est pas parvenue. Non, alors c'est bien corrigé. Merci beaucoup. Donc c'est rectifié. Alors, donc votre point de vue sur les derniers développements. Il y a d'abord la SAR. Il y aura également votre point de vue sur la cession des intérêts ou des actifs de Phare Limited sur Rufisque Sangomar. Comment vous analysez ces derniers développements? Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Bon, vous savez, je n'ai pas beaucoup suivi ces informations-là. Je ne suis pas au cœur de l'information pour ce qui concerne la SAR. D'autant plus que je suis un spécialiste du secteur amont, plutôt amont pétrolier, c'est-à-dire la recherche, l'exploitation, etc. Très bien. Donc, voilà. Alors dans ce cas-là, sur Phare Limited et la gestion globale des blocs qu'on a sur le bassin sédimentaire. Il y a notamment l'appel d'offres sur les 12 nouveaux blocs qui doivent être vendus. Mais pendant ce temps-là, des sociétés qui étaient engagées dans la recherche et l'exploitation cèdent leurs actifs. Est-ce que c'est un signal négatif pour vous? Bon, tout d'abord, par rapport à l'achat des actions de Phare Limited, par une société indienne notamment, c'est Oil and Natural Gas Corporation, quelque chose comme ça. Bon, il y avait entre 13 et 15% des actions qui ont été vendues à cette société indienne. Bon, c'est ça rentre dans le processus normal du business pétrolier. Parce qu'on avait depuis longtemps eu l'annonce par la Phare de son intention de se débarrasser de ses actions, pour des raisons qu'on peut comprendre compte tenu de la situation de Covid, du fait que c'est une compagnie indépendante avec des moyens limités, qui ne veut pas aller plus loin que ça, voilà, et qui préfère sortir, revendre ses actions et peut-être rentrer dans ses comptes. C'est dans ce cadre-là. C'est une pratique courante? Oui, c'est une pratique courante dans l'industrie pétrolière internationale. Et ce n'est pas de la spéculation, comme certains le pensent? Non, ce n'est pas de la spéculation. Vous savez, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y ait des transactions à ce niveau-là. Parce que vous vous rappelez, il y a Kern qui a vendu à Woodside ses actions. Et ces actions depuis longtemps, et Woodside se retrouve aujourd'hui entre 60 et 70%. Donc, l'actions dans le permis de Sangomar. Alors, pour le cas, en tout cas, de Phare, ce qui est certain, Phare est une compagnie qui est
à bout de souffle, disons, à cause du Covid, et ça se comprend. Il y a des compagnies problème qui sont de pas... trésorerie, de financement. Oui, c'est des petites compagnies qui ont rencontré énormément de difficultés. Et puis, il y a surtout l'incertitude par rapport à l'avenir. Parce que aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où va nous conduire la pandémie. Est-ce qu'elle va s'arrêter en 2021 ou 2022? Personne ne sait. Quel mois? Personne ne sait. Alors, il faut vraiment avoir les reins solides pour pouvoir d'abord entrer dans les phases de développement qui sont les phases les plus chères de l'exploitation pétrolière. Et aujourd'hui, Woodside est en train de s'activer pour commencer les phases de développement qui consistent en la réalisation de dizaines de forages en eau très profonde, comme vous le savez, et qui coûtent extrêmement cher. Alors, une compagnie qui n'a pas les moyens de participer à de telles opérations, alors préfère s'en sortir, d'autant plus que les attentes peuvent être mitigées parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'évolution du prix du baril. Exact. Est-ce qu'il va augmenter? Aujourd'hui, on est à $44 le baril. 44,25. Et c'est bien parce que avec l'annonce d'un vaccin, les prix sont légèrement remontés, mais effectivement le prix était tombé un peu plus bas. Légèrement, très légèrement. Remonté. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que le vaccin peut jouer un rôle dans la situation de la pandémie à l'échelle internationale, parce que le rôle du vaccin, c'est d'éradiquer la pandémie. Ça signifie quoi? Ça signifie la reprise de l'activité économique mondiale, donc une demande de pétrole beaucoup plus importante. Exact. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de revenir sur d'autres questions connexes, mais en tout cas, cet éclairage est très édifiant. Merci, M. Biram Diouf, expert pétrolier. Nous avons peut-être le temps de discuter de la SAR avec Mbaye Sarr Diakhaté. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi, vous, les dernières actualités par rapport à cette société africaine de raffinage, arrêt des activités pendant des semaines, voire des mois, sur fond de conflits familial et de conflits entre actionnaires. Qu'est-ce qui se passe à la SAR et comment sortir de cette situation, d'après vous? Je vous remercie de cette invitation. Je pense que pour la SAR, si on prend le départ du directeur Jean Serigne, on doit peut-être le placer dans le cadre normal de la marche d'une entreprise, surtout par République, parce que l'État est impliqué. Maintenant, pour les problèmes dont vous faites allusion concernant l'arrêt et le cas des actionnaires, je pense que sur l'arrêt, on doit peut-être se réjouir que l'arrêt n'ait pas impacté réellement le marché. L'approvisionnement du marché. Mais maintenant que peut-être une nouvelle direction est arrivée, peut-être ce genre d'incident, si jamais c'est lié à la gestion, ne se reproduiront peut-être plus. Sur l'actionnariat, bon, ça c'est une affaire familiale, comme on s'appelle. Bon, nous on ne peut que constater ces divergences entre un père et son fils qui sont dans les affaires et souhaiter que ça n'impacte pas la SAR, parce que la SAR en réalité, si la SAR avait des difficultés, c'est toute l'économie sénégalaise qui en pâtirait. Donc espérons que les derniers changements et peut-être les décisions de justice qui sont tombées ces derniers jours les deux vont conjuguer, vont peut-être mettre fin à ces... Quel est selon vous le rôle de l'État qui détient, rappelons-le, 46% des actions de la société, à côté de Locafrique qui détient 34%, les 20 autres pourcents étant répartis entre d'autres actionnaires minoritaires tels que Sahara Energy, Itok et d'autres? Non, le rôle de l'État, je pense bien. est total. Pour ce que j'en sais, l'État est un actionnaire majoritaire, parce que c'est l'État qui détient la majorité relative. Mais maintenant, l'État est en train peut-être de sécuriser, parce que ce qui intéresse plus, je pense,
l'État du Sénégal, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Il y a un stock de sécurité qui est tout le temps mis en réserve. Je pense que ce stock de sécurité est encore disponible. L'approvisionnement, la continuité de l'approvisionnement, je pense aussi l'État veillera à ce que ça se fasse. Pour le moment, on ne ressent pas ça, nous, en tant que consommateurs, usagers des services de la SAR en général. Donc, je pense que l'État joue bien son rôle. Pour le reste, on attend de voir et espérons que ça n'impacte pas parce que personne n'a intérêt à ce que ça dégénère dans une crise profonde. Merci. Merci Mbaye Sarr Diakhaté, journaliste spécialiste des questions pétrolières et gazières. Sur cette note d'optimisme, c'est la fin de ce journal à 12h50. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et qui m'a aidé à vous la présenter. À la coordination El Hadj Ndiogoudienne, mise en onde assurée par Alioune Ba, digitalisation Yacine Pouy et la régie d'antenne assurée par Pape Omar Diaw. À 13h.